Donc, bonjour tout le monde. Donc, merci d'accepter notre invitation à cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la 5e édition Recording in progress. du forum. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du Forum social mondial de GCEF, donc Mexico 2021. Donc, comme vous le savez, comme déjà envoyé sur l'invitation, donc on va traiter dans cet atelier autogéré par l'espace marocain de l'économie sociale et solidaire, bien sûr avec son invité, l'association TAGA, donc un atelier intitulé l'économie sociale et solidaire, levier de l'initiative nationale de développement humain, au Maroc, bien sûr. Donc, nous avons avec nous donc, les intervenants comme suit, bien sûr, c'est Salhi, moi-même, Si Yassine et Serge Wast. Donc, donc soyez les bienvenus. Donc, avant de commencer, je vais donner la parole à Salhi, donc qui va intervenir en premier lieu, et par la suite, donc, on va partir sur l'ordre que j'ai cité. Salhi, à vous la parole. Merci, Siachlam, et bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je remercie nos amis de venir participer avec nous. Je dois aussi éclaircir une chose que moi et mes collègues, nous allons bien sûr intervenir, mais très brièvement, pour laisser la parole à nos amis qui sont avec nous, nos collègues à TAGA, aussi nos membres à l'EMS et aussi aux invités qui sont avec nous pour un débat constructif. Notre sujet de l'économie sociale et solidaire, mais avant tout dans le cadre de l'NDH, ce grand chantier royal qui a été initié par le roi Mohammed VI, donc en 2005, qui continue jusqu'à maintenant et qui vise bien sûr l'inclusion des cibles vulnérables, à savoir les femmes et les hommes et aussi les jeunes et d'autres cibles enfants, bien sûr, dans la phase 3 et même pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Donc, pour l'NDH qui a été initié en 2005, il y avait 3 phases. La première phase, c'est de 2005 à 2010. Il y a aussi la deuxième phase, 2011 et 2018. Et la troisième phase, cette phase qui a commencé en 2019 et qui veut aussi rattraper les retards et aussi inclure les choses qu'on a oubliées ou omis durant les 2 dernières phases. La nouveauté nouvelle pour nous, membres et familles de l'ESS, c'est l'inclusion de l'ESS dans ce programme, dans la phase 3 et en particulier sur l'axe 3 qui a comme intitulé « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes ». Mais lorsqu'on parcourt ce programme, on va voir dans l'axe 3 qu'il y a des fois inclusion même à des cibles qui ne sont pas jeunes, à savoir les artisans, donc les petits métiers et tout. Et ils sont admis, ils sont éligibles, bien sûr, à participer au concours d'idées et aussi aux appels à projets dans le cadre de l'axe 3. Donc, on va dérouler la présentation. C'est Islam, si vous voulez, s'il vous plaît.
s'il y a un problème, je la déroule je, je peux. Non, je vais partager mon écran comme ça. D'accord. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux partager ton présentation, ta présentation? C'est possible? Et Anna, je peux la dire sans problème. Donc, D'accord. pour le programme de la phase 3, donc 2019-2023, la phase 3 se fixe deux priorités ou deux objectifs. C'est préserver la dignité et améliorer les conditions de vie en ligne avec la dynamique impulsée depuis le début, depuis 2005, et aussi bâtir l'avenir en s'attaquant directement au principe frein au développement humain tout au long des étapes de la vie parce que on avait fait un diagnostic pour les deux dernières phases et bien sûr, il y a des choses qui sont ressorties de ce diagnostic qu'on veut rattraper dans ce programme, dans cette phase 3. Donc, il s'articule autour de 4 programmes. Le premier programme, c'est le rattrapage, comme j'ai dit, des déficits en infrastructures et services sociaux de base, surtout dans les douanes et et bien sûr dans les communes, en particulier les communes rurales. Le programme 2, c'est l'accompagnement des personnes en situation de précarité. Le programme 3, c'est l'amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes. Et ce programme 3, c'est là où a été intégré les CES. Et donc, nous, on a ajouté comme intitulé pour ce programme, donc pour ce programme 3, amélioration du revenu, inclusion économique du jeune par les CES, par l'économie sociale et solidaire. Et c'est le projet sur lequel on travaille à l'association Targa depuis janvier 2020. 2021, pardon. Le dernier, le quatrième programme, c'est la pulsion du capital humain des générations montantes. C'est là où j'ai parlé, on s'occupait aussi de la maman enceinte et même des enfants qui ne sont pas encore nés. L'objectif global de la phase 3, favoriser l'inclusion, comme j'ai dit, économique des populations, plus particulièrement les jeunes ruraux, à travers, bien sûr, la promotion de l'économie sociale et solidaire, et en particulier, chaîne de valeur. Et à mes collègues qui vont, bien sûr, détailler cette promotion par les CDV, par les chaînes de valeur. Donc, on parlera après. Il y a 4 objectifs spécifiques. L'objectif, c'est la façon de l'avenir et de la gouvernance des acteurs clés du développement économique au niveau national. L'objectif numéro 2, c'est la promotion, comme j'ai dit, des chaînes de valeur. Et ces chaînes de valeur, C'est ça, on ne t'entend pas.
Je crois qu'il y a un problème chez M. Salhi, donc un problème de connexion. Donc je vais continuer donc la présentation. Donc il a parlé, comme vous le savez, sur le programme de l'NDH, donc la phase 3, donc 2019-2023. Donc il a cité, il a présenté les 4 programmes, donc phares dans cette troisième phase. Donc elle était en train de présenter le projet, qui est le projet d'accompagnement de la mise en œuvre des actions relatives à l'économie sociale et solidaire, a été intégré dans ce cadre de ce nouveau programme phase 3. Donc, comme objectif global, donc l'objectif est de favoriser, donc il vise à favoriser l'inclusion économique des populations les plus particulièrement les jeunes et les jeunes ruraux, donc à travers la promotion de l'ESS et bien sûr de cette fameuse chaîne de valeur CDV, donc de filières potentielles au niveau des provinces ciblées par le programme. Donc, pour les objectifs spécifiques, donc il y en a 4. Donc, le premier, donc il vise à l'amélioration, bien sûr, de la synergie et de la convergence des initiatives entre acteurs clés de développement, donc surtout acteurs économiques de développement au niveau des provinces, donc à travers le renforcement des échanges, de dialogue, de communication, donc notamment auprès des instances locales de l'NDH et bien sûr les responsables sectoriels des secteurs des administrations publiques existant au niveau du territoire. Donc ça, c'est l'objectif spécifique 1. Pour l'objectif spécifique 2, donc il y a, comme je viens de dire, donc la promotion des CDV, donc les chaînes de valeur des filières porteuses, donc à travers un processus synergétique axé sur l'expertise et l'implication. Donc on va voir ensemble ces objectifs spécifiques sur mode de présentation des collègues existants ici qui travaillent sur le programme. Et comme objectif spécifique 3, donc c'est de faire émerger, bien sûr, sur la base de le S1 et le S2, donc surtout le S2, la promotion des chaînes de valeur, et donc faire émerger des projets économiques viables issus de l'identification de ces chaînes de valeur, donc en réponse aux besoins des porteurs de projets, et bien sûr, et indirectement, implicitement, donc les besoins spécifiques des territoires. Et on va voir comme objectif spécifique 4, donc l'accompagnement de mise en œuvre de ces projets sélectionnés, bien sûr, avec une planification dans le temps pour atteindre l'objectif, bien sûr, global de ce projet qui est donc l'inclusion économique des populations et surtout les jeunes à travers l'axe ASS et à travers aussi la promotion des chaînes de valeur porteuses. Donc, bien sûr, le travail à mener, bien sûr, sur la base de ces objectifs. Donc, ça demande un travail de terrain, un travail, je crois que c'est Salhi, il vient de nous rejoindre à nouveau. C'est Salhi, vous nous entendez? C'est Salhi? C'est Salhi, vous êtes là? C'est Salhi, activez le son. Désolé, donc il y a une coupure. Donc j'étais en train. Oui, c'est ça. Donc j'étais en train de présenter. Vous voyez la présentation sur l'écran? Pardon, pas encore. D'accord. En tout cas, j'étais en train de présenter le slide là où il y a l'objectif spécifique, l'objectif global, avec les objectifs spécifiques. Donc tu peux passer au slide suivante. Oui. Dans ta présentation. Très bien. Vas-y, c'est Salhi.
faut le prochain slide. Donc, Serge, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est ça, Très bien, très bien. Donc, je passe directement aux résultats. Donc, les résultats escomptés. Donc, j'étais un peu bref pour laisser la parole aux collègues et aussi à l'assistance. Pour le résultat 1, donc, la création des comités, donc on sait les comités provinciaux dans chaque province et des comités de développement économique. Donc, nos amis et collègues vont parler des fonctions et de la responsabilité de ces comités provinciaux appelés dans notre jargon CPDE, donc Comité provincial de développement économique. Il y aura aussi l'analyse et l'identification des chaînes de valeur dans chaque province. Il y aura aussi la sélection et le financement des projets. C'est des projets, comme j'ai dit, donc c'est la philosophie de l'NDH, c'est des projets bottom-up, c'est des projets qui viennent d'en bas, de besoins de la population, de la société civile et aussi des gens, des porteurs de projets qui, bien sûr, proposent et présentent des projets dans leur territoire et ces projets, alors aussi, ils sont viables et ils sont financés. Et c'est un financement donc sans intérêt, sans rien, appelé aussi des fonds perdus, mais nous, dans notre jargon, on appelle ces des fonds investis. Donc, pour le résultat 4, il y a l'encadrement, bien sûr. Après donc, la sélection, le financement, il y a l'accompagnement sur le terrain de ces porteurs de projets. Et bien sûr, c'est la pérennité, c'est l'objectif et aussi le développement des entreprises et aussi des coopératives qui seront financées, qui sera le but de cet accompagnement. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup et à vous, Serge. Merci Sissahi. Donc on s'excuse pour ce problème technique donc apparu dans ce début de cet atelier. Donc je vais reprendre ce qu'a dit Sissahi. Donc il a présenté un peu le panorama de ce programme phase 3 de l'NDH avec une focalisation sur l'axe 3, donc qui est l'inclusion économique des jeunes à travers l'économie sociale et solidaire. Donc, elle a cité un peu l'objectif global de ce programme et aussi les objectifs spécifiques avec le fameux présentation des instances comme le CPDE, donc pour la création d'une synergie territoriale pour l'implantation des projets sur la base des chaînes de valeur. Il a aussi présenté l'objectif spécifique 2, donc qui est la promotion des filières porteuses à travers le fameux axe promotion des chaînes de valeur porteuses et aussi la création ou la promotion de ces chaînes de valeur à travers la réalisation des projets, donc des concours d'idées, pour aider les porteurs de projets d'investir davantage dans ces filières qui seront bien sûr ressorties des diagnostics de terrain. Donc, je vais entamer l'objectif spécifique 2. Donc, je vais essayer de présenter un peu cet objectif spécifique 1. Donc, il s'agit bien sûr ce projet-là, donc d'une manière générale. Donc, c'est l'amélioration de la synergie et la convergence des initiatives des acteurs clés de développement économique au niveau des provinces, donc au niveau provincial, en renforçant bien sûr le dialogue, donc l'échange, la communication à travers des outils de communication, aussi notamment auprès des instances locales de l'NDH,
à savoir le CP2, CPDH, BAS, etc. Et aussi les responsables sectoriels, c'est-à-dire les responsables des secteurs existants au niveau des provinces. Donc, cet axe-là, donc le CP2, c'est quoi? Donc, premièrement, c'est un cadre de collaboration. Donc, on ne peut pas parler de synergie, hein, de travail collectif sans parler de collaboration. Donc, c'est un cadre de collaboration, c'est un cadre multi-acteurs. Donc, il y a plusieurs acteurs au niveau de cette plateforme qui est le CP2E. Donc, aussi multisectoriel, plusieurs secteurs qui existent au niveau des provinces. Aussi, à travers, bien sûr, qui vient à l'appui, hein, de développement économique provincial. Donc, c'est pour le point 1. Comme deuxième point, donc c'est une base de convergence des programmes et de stratégies au niveau des provinces. Donc, c'est l'une des points, c'est l'un des points qui est important au niveau de cette instance CP2. Et aussi, elle représente une plateforme de réflexion, des échanges autour des différentes problématiques et de stratégies de développement économique territorial. Donc ça, c'est d'un côté. Donc, comme autre point, donc on a parlé que c'est une plateforme, c'est un cadre de collaboration. Donc, il y a plusieurs acteurs. Donc, on va voir que ces composantes. Donc, la composition de CPDE, c'est le Comité provincial de développement économique. Donc, il y a bien sûr les représentants de la province et aussi les services déconcentrés, donc au niveau des provinces. Un autre, bien sûr, une autre composante clé aussi, c'est les collectivités territoriales. Donc, on ne peut pas faire le développement sans, bien sûr, passer par les collectivités territoriales. Aussi, c'est la porte de développement au niveau des territoires. Sans oublier, bien sûr, le troisième composante, c'est le privé, c'est le secteur privé, c'est les entreprises, c'est l'économie capitaliste au niveau des provinces. Et aussi, un point clé aussi, une autre, c'est la société civile. Comme bien sûr, les personnes ressources, les ONG, les acteurs aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire, à savoir les coopératives, associations citoyennes, les représentants, et aussi les ESSE, donc les entreprises d'économie sociale et solidaire, qui sont remarquables au niveau de territoire. Donc, cette instance, ce CPDE, donc, elle offre, donc, on a dit que c'est une plateforme qui offre aux décideurs, bien sûr, une expertise complémentaire et riche, bien sûr, vu qu'on dit les services déconcentrés, donc on dit aussi des responsables de ces instances au niveau territoire, c'est des directeurs, c'est des techniciens, donc on parle ici que ils vont bien sûr offrir aux décideurs une expertise complémentaire et riche en termes de planification participative, d'élaboration de stratégies, de vision aussi et de collaboration concertée. Et aussi, il offre aussi un appui et un élément très important qui est le suivi, hein. Donc un appui et un suivi au développement économique orienté vers la création de richesse et bien sûr d'emplois. Donc c'est la composition de cette instance CPDE. Et bien sûr, donc il faut citer aussi ses missions. Donc les missions principales de CPDE, donc c'est cité, mais on va les reciter. Donc, c'est l'appui à la coordination de développement provincial, donc le développement en général au niveau du province. La deuxième mission, c'est la facilitation aux acteurs membres par la coordination et la convergence de leurs programmes et stratégies. Donc, on peut parler ici d'un coaching territorial, donc une thématique importante qui va être traitée au niveau des CPDE, au niveau des provinces. Donc, c'est un élément clé, le coaching territorial. Et aussi, une troisième mission, c'est l'appui et l'encadrement du développement économique territorial en faveur de la création de la richesse de l'emploi. Bien sûr, ici, on parle du CP2, mais on parle aussi des composantes. On a cité les composantes, mais il y a un acteur clé aussi qui vient
au support de cette instance importante au niveau de cette troisième phase et dans ce troisième axe, programme 3, qui est l'inclusion économique des jeunes à travers l'ESS, c'est le conseiller technique en économie sociale et solidaire. Donc, ce point-là, cette personne, donc cette expertise, donc elle vient de renforcer, bien sûr, les capacités de cette CPDE, de cette comité provincial de développement économique, et bien sûr, et l'accompagner pour œuvrer à la convergence des initiatives des acteurs de développement économique au niveau provincial dans le cadre d'une vision économique partagée et appuyer aussi sa vocation à agir en tant que cercle d'expertise technique au service de CPDH. Donc, bien sûr, donc le comité provincial de développement économique, c'est un comité technique qui est bien sûr qui vient d'appui, en appui et en support au CPDH, donc qui est présidé par M. le gouverneur. Donc pour la décision au niveau des programmes et projets qui vont être implantés au niveau du territoire. Et bien sûr, comme deuxième mission, elle vient aussi en appui, en accompagnement de ce CPDE dans le processus de la création et de la mise en œuvre de son plan d'action. Bien sûr, un travail qui est multidisciplinaire. Donc, bien sûr, en premier lieu, donc avant de parler des missions de CPDE, donc il faut parler aussi de la création de CPDE. Donc, s'il est créé, c'est bon. Sinon, il faut aider à le créer. Bien sûr, la deuxième des choses, c'est créer un cadre réglementaire, donc de travail, de collaboration, donc de ce CPDE. C'est l'élaboration d'un règlement intérieur qui va gérer donc les relations entre acteurs au niveau de cette instance. Et aussi par la suite, donc là, aider le CPDE, donc je parlais toujours ici de la mission du Conseil technique en économie sociale et solidaire, donc au niveau des provinces, dans le cadre de ce troisième programme de l'NDH phase 3. Donc, il y a, je viens de dire, l'élaboration d'un règlement intérieur et aussi l'élaboration d'outils de travail qui vont aider les membres de CPDE de faire leur travail comme il faut. Bien sûr, la première des choses, c'est l'élaboration d'un diagnostic de terrain, de chaîne de valeur, donc, et pour déjà énumérer les CDV porteuses potentielles sur lesquelles ils vont lancer le concours d'idées. Donc ça, c'est d'un côté, et bien sûr aider aussi le CPDE de faire cet appel à manifestation d'intérêt, ce concours d'idées, et bien sûr les autres outils d'évaluation, de sélection des idées de projet, etc. Et bien sûr, comme d'autres missions, donc il y a l'identification. Donc c'est un point très important qui vient dans le cadre de renforcement de capacité de cette instance, les membres de CPDE, donc à travers l'identification de leurs besoins en accompagnement et en formation des membres, donc à travers un questionnaire pour renseigner leurs besoins en ce sens-là. Et bien sûr, l'appui à ce CPDE dans le processus de création de la mise en œuvre du plan d'action. Donc, c'est un peu, grosso modo, et précis et concis sur cette instance, sur ce premier objectif spécifique. Et merci pour votre attention. Et bien sûr, je cède la parole à notre collègue Abdou Bast, bien sûr, qui va nous parler de l'axe CDV. Donc, Abdou Bast, je vous laisse la parole. Merci, M. Abslam. Merci, M. Salhi, pour la qualité de la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous un thème qui relève justement de la promotion des chaînes de valeur, notamment les filières. M. Abslam, est-ce que vous pouvez partager la présentation que je vous ai envoyée ? Monsieur Abslam? Vous m'entendez? Oui, c'est vaste. Je vais partager votre présentation. Donc, un petit moment, s'il te plaît. D'accord, merci.
Donc, il est partagé. Vous voyez la présentation? Oui, merci. C'est bon. Vas-y, Serge Post. Merci. Alors, dans la continuité de ces échanges qui relèvent justement de l'initiative nationale pour le développement humain, nous avons vu avec M. Salhi l'introduction et le contexte de troisième phase, notamment l'axe 3, et on a vu avec M. El-Moukid la mobilisation du CPDE. Aujourd'hui, donc, on va parler de la promotion des chaînes de valeur selon la méthodologie Valuonix. Bien entendu, il existe pas mal d'approches, notamment l'approche de l'Organisation internationale du travail, il y a l'approche des Médecins sans frontières, mais nous avons opté pour l'approche Valuonix pour pas mal de raisons. Donc, à savoir, c'est que la méthodologie Valuonix est un outil d'appui au développement économique local développé par le projet PEDEL, qui concerne la promotion de l'économie et le développement local. Donc déjà, cette approche a donné ses fruits, surtout au Maroc, quand il s'agit justement de la promotion de certaines provinces au Maroc. Elle est justement destinée à l'utilisation par les conseillers techniques de l'NDH dans le cadre de sa troisième phase pour le développement, pour la promotion du développement économique avec une perspective de chaîne de valeur. C'est un savoir-faire innovant développé par la GIZ et structuré en un processus entièrement orienté vers l'action. Et là, on parle de l'apprentissage par l'action, donc learning by doing. Il est basé sur des leçons tirées des programmes de développement et de promotion des chaînes de valeur soutenues par la GIZ dans le monde. Il met surtout l'accent sur des marchés et des produits et des services qui offrent plus d'opportunités de création, de richesse et d'emploi. Vous pouvez passer, si Moukid, slide suivant, s'il vous plaît. Très, très bien, merci. Alors, sans entrer dans un débat de définition, qu'est-ce qu'on entend par une chaîne de valeur? Alors, il existe pas mal de définitions. Je sais que certains d'entre vous vont faire référence à la notion de chaîne de valeur déjà initiée par Michael Porter dans le cadre du diagnostic stratégique de l'entreprise. Mais quand on parle d'une chaîne de valeur au niveau de la province, il s'agit en fait d'un système économique qui peut être décrit comme suit. Tout d'abord, il y a l'enchaînement des opérations, soit pour un produit ou un service particulier, depuis l'approvisionnement jusqu'à la commercialisation et la consommation finale. Bien entendu, en passant par la production, la transformation, le stockage, le transport, toute la chaîne. Il y a aussi un dispositif institutionnel qui lie et coordonne l'ensemble des producteurs industriels et prestataires. Pour simplifier en fait la lecture d'une chaîne de valeur, parce qu'il existe pas mal de définitions, parfois on fait l'ambiguïté entre secteur d'activité, domaine d'activité, filière, branche, métier, activité, AGR, activité génératrice de revenus. Pour simplifier en fait la lecture, puisqu'on est dans une approche learning by doing, l'apprentissage par l'action, je vous ai choisi un simple exemple pour illustrer qu'est-ce qu'on entend par une chaîne de valeur. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, si je prends l'exemple d'un secteur comme l'agriculture, par exemple, on peut parler d'un sous-secteur comme fruits et légumes, filière, date, chaîne de valeur, date fraîche, pâte de date, confiture, et ainsi de suite. Concernant les canaux de distribution, on peut par exemple parler du supermarché, GMS, les circuits traditionnels, et ainsi de suite. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, par rapport au module de Valuonix, ou bien la composition de Valuonix, il y en a à peu près 4. Tout d'abord, il y a au niveau de la définition d'une limite du système, et là, il s'agit en fait de décider s'il faut s'engager dans la promotion de la chaîne de valeur ou pas. Et là, on parle des critères de sélection. Donc, on a choisi à peu près 3 familles de critères. Il y a des critères environnementaux, des critères économiques qui relèvent de la création de la valeur ajoutée, du chiffre d'affaires, des opportunités de développement, mais aussi des critères sociaux, notamment le critère le plus important, c'est le changement du statut de la femme rurale et l'inclusion des jeunes. La deuxième étape, c'est l'analyse et développement de stratégies. Ça concerne la cartographie et l'analyse de la chaîne de valeur choisie, la conception de la stratégie et puis la conception de l'approche de facilitation. Puis
via la phase numéro 3, qui est à la recherche de solutions de mise à niveau. Tout d'abord, il y a la promotion, par exemple, des modèles d'affaires novateurs, la facilitation quant aux relations d'affaires qui seront améliorées, le renforcement de la prestation de services, le renforcement des services financiers, l'introduction des normes et des standards et l'amélioration du climat d'affaires. Et finalement, vient la phase la plus importante, c'est suivi et évaluation. Il s'agit de suivre et mesurer l'impact de cette chaîne de valeur choisie, notamment sur l'employabilité, sur la création de la valeur ajoutée et sur le développement économique de la province en premier lieu. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, par rapport aux perspectives de la chaîne de valeur, elles sont au nombre de 3. Macro, méso et micro. Je sais que les gens qui ont étudié un petit peu la stratégie, donc la notion macro-environnementale, ça relève du diagnostic stratégique, macro, micro. Et c'est la même chose. Quand on parle de macro-environnement, ça, on fait appel à la notion PESTEL, politique, économique, technique, écologique, légale. Je prends l'exemple infrastructure, l'état des routes, l'électricité, les marchés, ainsi de suite. Si je prends le cadre légal, c'est législation alimentaire, foncière, les impôts. Cadre politique, on parle de la politique nationale, de la stratégie nationale, s'il existe des programmes de développement dans la province ou pas. Au niveau méso, c'est surtout des fonctions d'appui, d'accompagnement des services, notamment la disponibilité des informations, les services recherche, par exemple, des projets de promotion, les intérêts communs, là on parle de lobbying, des forces de pression, des collaborations, que ce soit horizontales ou bien des partenariats, et le plus important, les foires et marketing qui aident à la commercialisation et à faire connaître, que ce soit pour les produits ou bien pour les services. Et par rapport au micro, donc on peut parler d'une chaîne de valeur très simple, depuis l'approvisionnement jusqu'à la consommation, en passant bien entendu par l'approvisionnement, la production, la transformation, et puis la commercialisation. On choisit les circuits, soit circuit traditionnel ou bien un circuit moderne, sans oublier bien sûr d'autres activités comme le stockage et le transport. Slide suivant, s'il vous plaît. Par rapport à l'identification des contraintes au sein d'une chaîne de valeur, enfin, l'identification des contraintes qui entravent le développement d'une chaîne de valeur est un exercice en fait participatif basé sur les échanges entre l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les thématiques de développement, surtout le développement de cette chaîne de valeur. Il s'agit tout d'abord d'identifier les dysfonctionnements et cela se fait à partir de 2 niveaux. Au niveau micro pour chaque maillon, par exemple le maillon de la transformation, afin d'analyser justement les problèmes techniques, les problèmes qui sont liés au flux et liens entre maillons acteurs économiques, par exemple. Et deuxièmement, au niveau méso, c'est afin d'analyser les dysfonctionnements ou la non-disponibilité des fonctions d'appui au service, par exemple les services de conseil, d'accompagnement, de financement, de recherche, et ainsi de suite. Et comme troisième dysfonctionnement, c'est au niveau macro. Donc, afin d'analyser les menaces et les contraintes qui sont liées aux conditions cadres de la chaîne de valeur, par exemple, le cadre juridique, le cadre politique et les infrastructures disponibles pour la chaîne de valeur. Voilà, ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie. Et à vous la parole, Monsieur Al-Moukrit, pour la continuité. Merci beaucoup, C. Abdelbast, pour la qualité de la présentation et aussi aux auditoires d'avoir bien suivi la présentation de cet axe qui s'intitule, qui parle de la promotion des chaînes de valeur, qui est l'objectif spécifique 2 dans ce cadre de ce troisième programme, de cette troisième phase. Bien sûr, C. Abdelbast a présenté en premier lieu déjà cette méthodologie, donc à qui il est destiné aussi. C'est quoi exactement? C'est un savoir-faire développé par une organisation internationale, bien sûr, un processus entièrement orienté vers l'action. Aussi, il a parlé que c'est un
c'est une méthodologie, hein, donc basée sur des leçons tirées du programme de développement et de promotion des chaînes de valeur, donc qui ont soutenu dans le monde. Donc aussi il a mis l'accent sur les marchés, hein, et produits et services qui offrent plus d'opportunités pour la création de la richesse. Donc il a parlé aussi de cette chaîne de valeur, donc sur l'enchaînement, bien sûr, des opérations, le dispositif institutionnel. Donc, il a donné l'exemple de chaîne de valeur à travers donc une continuité, un enchaînement qui est secteur, sous-secteur, filière, chaîne de valeur, etc. Et aussi, il a donné un exemple, un module de value links. Donc, à travers, il a présenté tout le processus depuis la production jusqu'à donc le suivi évaluation. Et aussi, il a donné les perspectives sur la base des 3 niveaux, macro, miso et macro. Donc, je te remercie une autre fois, c'est pour la présentation. Et je vais donner la parole à notre collègue Si Yassine Mrnouj, donc qui va parler donc dans cette bien sûr 4e présentation sur la question des projets de développement issus de ce diagnostic, de cette analyse CDV. Si Yassine, un petit moment, vu que je viens de voir ton email, donc je viens de nous envoyer une autre présentation actualisée. Donc un petit moment, le temps de le télécharger, et je vais donner. C'est bon, j'ai partagé. Vous arrivez à la voir? C'est bon, donc vous m'avez facilité la tâche. Donc à vous la parole, si Yassine. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci, chers collègues. Merci, Seb Slam, Seb Bass, Seb Salhi, pour vos présentations très pertinentes et très détaillées. Donc, moi, je vais un peu parler via 3 casquettes. Donc, la première casquette, c'est ma casquette de conseiller technique en économie sociale et solidaire avec l'association Tcharga Aid. Ma deuxième casquette en tant qu'entrepreneur social qui a lancé une entreprise sociale en 2015 et qui continue aujourd'hui au Maroc, et en tant aussi que président d'association d'accompagnement aux entrepreneurs. Donc, vu qu'on parle déjà d'entrepreneuriat social et solidaire, et comme mes collègues ils ont présenté, l'INDH a aujourd'hui comme philosophie d'accompagner le changement de la phase infrastructure à la phase humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la phase humaine, et dans économie sociale et solidaire, il y a le mot économie en premier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de levier social et levier solidaire sans levier économique. Donc, moi, je vais mettre un peu l'entrepreneur social et l'entrepreneuriat social au cœur de ma présentation, vu que tous les acteurs, le CPDE, la méthodologie Value Link, la philosophie de l'INDH, tout ça, aujourd'hui, ça part vers l'accompagnement et vers le soutien, et vers la construction d'un écosystème d'appui et d'un écosystème bien sûr territorial et aussi national de développement d'une économie sociale et solidaire qui peut être un levier de développement, surtout pour les populations les plus vulnérables. Donc, c'est inscrit dans le programme, comme l'a expliqué, c'est ça, l'amélioration de revenus et inclusion sociale par l'entrepreneuriat social, et c'est bien sûr un levier par le capital humain pour le développement des populations vulnérables. Donc, l'INDH offre un cadre idéal pour l'entrepreneuriat social. Donc, elle offre quoi au début? Un changement de paradigme, bien sûr, en se basant sur la participation du citoyen lui-même comme agent de développement et non sur la charité. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat social devient un outil de création de valeur et devient un outil de création de richesse. Et ce n'est plus, comme l'a stipulé Saleh au début, un fonds perdu, mais c'est un fonds investi. En fin de compte, ça devient un fonds investi et ça devient quelqu'un qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi dans la province. Donc, la mise en place d'un écosystème d'appui aux entrepreneurs, donc des subventions, des plateformes d'accueil, des plateformes de formation, l'accompagnement, la convergence des acteurs pour le soutien de l'entrepreneur social et l'inclusion des populations marginalisées, bien sûr. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans toutes les provinces, il y a
ce qu'on appelle la plateforme des jeunes. Donc, c'est une plateforme qui fait de l'appui à l'accompagnement aux jeunes entrepreneurs pour pouvoir leur donner les formations et l'appui nécessaire à la création d'entreprises, via bien sûr les appels à projets qui sont subventionnés par l'INDH. Donc, les plateformes, ils ont un rôle important à jouer dans le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social dans les provinces. Bien sûr, par l'apport d'un mode de gouvernance participatif, donc un écosystème, quand on parle d'un écosystème, on parle vraiment de quatre partenaires très, très importants dans cet écosystème. Bien sûr, l'État, par la régulation, par les subventions, par l'appui. Le secteur privé, qui est très important aussi dans l'appui de l'entrepreneur social, parce qu'il crée aussi un écosystème de richesse locale. Les sociétés civiles, les associations et toute la population civile qui aussi doit intégrer ce mindset et cette mentalité d'entrepreneuriat social, et bien sûr les acteurs internationaux et les ONG internationales qui eux aussi aident et appuient à ce développement. Donc la territorialisation de la question du développement qui permet un diagnostic clair et qui permet de faire surgir bien sûr des opportunités d'entrepreneuriat social via bien sûr le diagnostic comme l'a stipulé CEPSLEM et aussi par l'analyse la multitude de méthodologies d'analyse qui existent. Bien sûr, au Maroc, l'INDH a adopté la méthodologie chaîne de valeur, mais il y a plusieurs méthodologies qui sont aujourd'hui testées par plusieurs organismes et qui sont aussi développées de plus en plus dans les universités et les centres de recherche internationaux. Donc, l'INDH, bien sûr, elle offre un cadre idéal, mais il y a toujours des enjeux. Donc, le défi de l'entrepreneur social, c'est de réussir à élaborer un modèle qui soit à la fois créateur de richesse, créateur de revenus. C'est son objectif primordial, puisqu'on ne peut pas soutenir le social sans avoir un financement. Et l'économie, quand on parle d'économie, on parle bien sûr directement de toucher au PIB du pays. Donc, du coup, on crée de la richesse au pays et en même temps, on a une implication sociale dans notre communauté ou dans notre territoire ou bien sûr au niveau international, il y a des entreprises sociales. Je vais donner l'exemple des microfinances qui a pris au Bangladesh et que par la suite, c'est devenu un phénomène mondial et qui est vraiment un appui social au développement, surtout dans le rural. Et ça offre bien sûr un support à l'entrepreneuriat et au développement du pays. Donc, bien sûr, les enjeux, c'est quoi? C'est bien sûr de renforcer la politique publique, d'appui à la création d'entreprises. Donc, au jour d'aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas encore de cadre vraiment politique de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a une volonté politique via l'INDH qui a intégré l'économie sociale et solidaire et via aussi le nouveau modèle de développement que Sa Majesté a lancé. Et avec le nouveau modèle de développement, ils ont vraiment mis l'appui et le renforcement politique pour la création d'entreprises. Donc, il y a vraiment aujourd'hui au Maroc une volonté politique pour le développement de l'entrepreneuriat en général et de l'entrepreneuriat social spécifiquement. Donc, bien sûr, promouvoir l'entrepreneuriat social auprès des jeunes. Donc, l'entrepreneuriat social est un concept que les jeunes doivent intégrer. Bien sûr, l'entrepreneuriat aujourd'hui au Maroc, il a bien pris, mais l'entrepreneuriat social et solidaire, il reste encore beaucoup de promotion et de communication à faire pour pouvoir l'intégrer dans les mentalités et dans les mœurs générales au pays. Donc, il faut un cadre législatif et réglementaire spécifique à l'économie sociale et solidaire qui intègre l'entreprise sociale. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, aujourd'hui, il faut un cadre légal et c'est le moment d'avoir un cadre légal pour pouvoir soutenir l'économie sociale et solidaire au Maroc et surtout d'y intégrer l'entreprise sociale et de lui donner, bien sûr, des facilités fiscales, un écosystème de fonctionnement qui soit propice à l'économie sociale et solidaire, puisque dans l'entreprise sociale, les revenus sont souvent réintégrés soit dans l'entreprise, soit sont distribués aux communautés vulnérables. Donc, la législation et la fiscalité doivent suivre et pouvoir donner un système de support pour pouvoir
promouvoir l'économie sociale et solidaire et pouvoir promouvoir l'entreprise sociale au Maroc. Et bien sûr, il faut des infrastructures d'appui dédiées pour cette forme d'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on a quelques-uns qui existent au Maroc. Il y a bien sûr les MES, il y a M-Size, il y a d'autres structures qui existent qui soutiennent l'économie sociale et solidaire, qui soutiennent l'entreprise sociale. Mais il faut plus d'initiatives, il faut plus d'acteurs et qui soutiennent spécifiquement l'entreprise sociale, bien sûr pour pouvoir l'aider à dans sa mission de créer bien sûr du profit, de la richesse et de pouvoir réintégrer ce profit dans un environnement de solidarité et pouvoir créer une valeur sociale et un impact plus qu'une valeur économique qui sera juste un système d'appui. La valeur économique, elle appuie l'entreprise à vivre et le système social, bien sûr, il appuie au développement local. Donc, voilà, je vous remercie. Ça, c'était ma présentation. N'hésitez pas, bien sûr, à lancer le débat, à poser vos questions et mes remerciements aussi aux gens qui sont présents avec nous et à mes chers collègues. Merci beaucoup. Le son, on vous entend pas. Merci Siassine. Donc, merci une autre fois donc, à notre collègue Siassine pour la qualité de la présentation dans cet axe très important dans cette panorama de programme P3. Donc c'est l'une c'est l'un des points donc importantes dans cette c'est l'un des points très importants dans cette phase-là. Donc, Yassine a parlé du contexte, bien sûr. Il a parlé du cadre légal de cette initiative, hein, donc pour la promotion de l'entrepreneuriat social. Donc, il a parlé un peu sur la mise en place des écosystèmes, hein, donc d'appui aux entrepreneurs. Comme exemple, bien sûr, la question de subvention, donc les fonds investis. Donc aussi, il a parlé des plateformes d'accueil et de formation des jeunes dans cet axe-là. Il a parlé aussi de la question de l'accompagnement et aussi la convergence des acteurs pour le soutien des entrepreneurs. Donc dans cette philosophie. Donc aussi, il a parlé de la gouvernance, hein, donc de la gouvernance participative, donc qui englobe les trois acteurs clés qui sont l'État, le privé et la société civile. Sans oublier aussi bien sûr donc l'État, donc on parle des collectivités territoriales, on parle aussi des personnes ou des responsables sectoriels, et aussi il a parlé de la question de la territorialisation de la question du développement, donc qui permet de tirer des leçons, d'avoir un diagnostic très clair, hein, concerté, permettant de faire surgir et émerger donc des opportunités d'entrepreneuriat social. Donc dans cette phase-là, donc Siassine aussi il a parlé bien sûr. En plus des enjeux donc qui bloquent ou qui font face ou comme des obstacles à cette philosophie d'entrepreneuriat social au Maroc. Donc il a parlé aussi de ce qu'il faut faire, hein. Donc il faut bien sûr renforcer les politiques publiques, donc avoir déjà des politiques publiques, hein, en termes de création d'entreprises. Donc aussi il a parlé de la promotion de l'entrepreneuriat social donc auprès des jeunes, donc sensibilisation, donc faire connaître cet entrepreneuriat donc d'une manière générale. Et aussi il a parlé du cadre législatif qu'il faut alléger, qu'il faut réglementer afin de faciliter la tâche, hein, pour la promotion de cet entrepreneuriat social dans ce cadre-là, dans ce cadre d'économie sociale et solidaire. Et aussi, il a parlé d'infrastructures donc dédiées à cet axe d'entrepreneuriat social. Donc, merci encore une fois, Yassine. Donc, nous avons devant nous donc une demi-heure, hein, donc une demi-heure pour déclencher le débat. Donc, j'invite les collègues, l'auditoire, hein, donc soit
à intervenir. Donc, on peut prendre des interventions, soit, bien sûr, sur le chat, transcrire vos questions et on va essayer de les répondre au fur et à mesure par les collègues qui ont intervenu. Donc, je vois que c'est Saleh a levé la main. Donc, c'est Saleh, je te donne la parole avant de parler. Merci Sergent. Ce que je voulais seulement dire, de donner la parole à nos collègues qui sont présents et aussi à nos amis aussi. Donc, la demi-heure qui reste, voilà, donc pour enrichir le débat et ajouter des choses qu'on n'a pas dit dans nos interventions. Donc, merci Sebslan, merci Souden, merci CSI, merci à tout le monde. Donc, on attend de nos amis des interventions pour compléter ce qu'on vient de dire et enrichir le débat. Et merci beaucoup. Merci Sissahi. Donc, s'il y a des ajouts, hein, des compléments, hein, s'il y a aussi des expériences à partager, donc dans cette vision hein, de développement territorial basé sur la promotion de l'ESS à travers les CDV, hein, à travers la création de richesses, à travers la promotion de l'entrepreneuriat social. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Donc, à vous la parole. Et, si vous pouvez vous présenter, donc, et parti. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum, al-Jamia. Alors, vous m'entendez? On t'entend. Je me présente d'abord. Je m'appelle Mohamed Joumani. Je crois qu'il y a un numéro qui est écrit sur l'écran. Je ne sais pas comment il est là. Je suis responsable de la division de l'action sociale, c'est l'INDH, effectivement, depuis 2005. Alors, c'est ça le fait, donc on s'est rencontrés par différentes occasions, 2 ou 3 occasions. Alors, pour moi, merci pour les exposés. Et vu la carrière de l'INDH depuis 2005 jusqu'à maintenant, il y a 3 phases. Maintenant, la 3e phase qui est, nous essayons de l'installer parce que c'est un changement de mentalité, c'est un changement d'approche, c'est un changement de gouvernance encore. Donc, comment sortir des premières et de deuxième phases? C'est ça, nous le sentons nous au niveau du territoire. Alors, l'INDH en général, il a créé une vraie dynamique par la dynamisation des acteurs locaux. Et le génie de l'INDH, c'est un programme de proximité, hein, parce qu'il y a un budget de quartier, il y a un ciblage de quartier. La lutte contre l'exclusion sociale, c'est un programme des quartiers. Et c'est nouveau, on a dépassé le programme de la commune, on est arrivé à un programme de quartier. Ça, c'est nouveau, c'est le génie. Alors, ici, maintenant, nous avons un programme du douar et nous avons un budget du douar. Et avant, nous avons encore le ciblage des communes pauvres selon la carte de pauvreté établie par le HCP. Il y a des communes ciblées dans le cadre de l'INDH et d'autres ne sont pas ciblées dans le cadre de l'INDH. Il y a aussi un ciblage catégoriel selon les catégories de la précarité. Pour se focaliser dans la 3e phase de l'INDH, maintenant nous essayons de se positionner ou de se repositionner sur les indicateurs de développement humain. Alors, à travers les générations montantes, à travers la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des revenus, à travers encore la lutte contre la marginalisation, et ainsi de suite, et la lutte contre les disparités selon le programme 1. Alors, le programme 3, qui est l'amélioration des revenus et l'inclusion économique et sociale des jeunes, l'INDH, si vous voyez dans sa 3e phase, il a essayé de limiter la fourchette 35 ans et moins. Vous voyez? Donc, c'est l'indicateur développement humain. Pour cibler l'indicateur développement humain, on doit cibler les jeunes, on doit cibler l'émergence des jeunes. Donc, la plateforme jeune est un outil de gouvernance
territorial pour moi qui est intéressant. Nous voulons l'expérience. Maintenant, l'INDH a dynamisé le territoire et on a créé beaucoup d'associations, mais malheureusement, on doit revoir ce style. On doit regrouper. C'est pour cela que l'INDH, au niveau central, elle cherche maintenant le partenariat et le contrat avec les associations têtes de réseau. Vous voyez? Donc, c'est une démarche qui a émergé dans quelques provinces, mais dans d'autres provinces, ça n'a pas marché. Il nécessite une réflexion au niveau de la gouvernance. Ça, c'est demandé. L'expérience du réseau, les MMS, donc, il est souhaité pour encore. On a créé beaucoup d'acteurs, mais on n'a pas créé les vrais commerçants sociaux. Donc, je m'excuse pour si j'étais pas un petit peu court parce que l'India, c'est un grand chantier. Merci pour votre collaboration et merci pour le choix de la thématique. Donc, je participe avec vous avec ces petits propos. Merci à tout le monde et je reste à votre disposition. Vous pouvez même partager mes coordonnées avec mon collègue, Monsieur Youssef Lux. Et je reste à votre disposition. Merci bien. Merci beaucoup, Sej Mouani, pour cette intervention de pertinente. Donc, bien sûr, vous êtes entré dans le vif du sujet. Donc, c'est très important ça. Donc, surtout, Yassine a parlé de l'un des outils qui est la plateforme des jeunes. Donc, vous avez parlé aussi de l'importance des associations. Hein, donc, c'est on peut dire, j'ose dire, les têtes de réseau, les associations de professionnels. Hein, donc, il est très important, comme vous venez de dire. Donc, il y a des provinces là où on a choisi, bien sûr, l'NDH qui a choisi des gestionnaires, même des prestataires de services qui sont des associations de tête au réseau, et d'autres provinces on n'a pas trouvé. Donc c'est la réalité. Donc bien sûr le LMS elle est là avec d'autres partenaires. On peut aussi mener une réflexion là-dessous pour essayer de comme je viens de dire, de remonter de ces personnes ressources qui vont mettre la main à la pâte. Pour déjà travailler en collaboration, en étroite collaboration, pour réussir cette troisième phase et plus spécialement ce troisième programme dans cette panorama. Donc merci encore une fois, Sej Mouani. Donc nous sommes aussi à vos côtés. N'hésitez pas à nous contacter. Donc je vais donner la parole donc à Si Youssef qui a levé la main avant et après donc je vais donner la parole à Si Sarhi. Donc Si Youssef, marhaba. Bonjour tout le monde, bonjour chers acteurs. Bien sûr, vous êtes des acteurs crédibles au Maroc. Vous êtes impliqués dans une situation de développement social où il est pertinent d'appeler toutes les économies, dont celle de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie sociale et solidaire, donc, qui est axée dans la troisième phase, dans la troisième phase de l'INDH comme dans le programme P3. Donc, il s'articule sur la réintégration des jeunes, sur travailler sur la chaîne de valeur, l'amélioration du revenu, etc. Donc, mais ce que je peux ajouter vraiment, c'est que l'économie sociale et solidaire a un effet d'entraînement sur tous les secteurs, sur tous les axes même sociaux. Donc, quand on a une économie sociale très bonne, donc la femme va gagner un revenu minimum. Elle va aussi toucher la génération future. Elle va aussi améliorer la scolarisation des enfants. Donc P3 a un grand effet sur tous les autres programmes de l'NDH. Donc il y a vraiment un lien d'effet d'entraînement sur les autres programmes. Donc malheureusement certaines régions et certaines provinces ont enregistré un retard au niveau de P3. Donc un retard au niveau de la mise en place des projets d'économie sociale et solidaire et la réintégration des jeunes, l'accompagnement, l'employabilité, etc.
des jeunes porteurs de projets ou bien des acteurs d'économie sociale et solidaire en général. Donc, ce que j'aimerais ajouter aussi à nos chers collègues, à nos chers acteurs, à nos chers intervenants, même, c'est que d'inciter, par exemple, les autres intervenants, l'association Targa, les MES, les GCF, à, à travailler avec un esprit d'équipe sur certaines thématiques qui sont très importantes. Donc, la première, c'est la convergence des acteurs. Donc, on n'arrive plus à converger nos acteurs aussi au Maroc. Donc, c'est une raison de plus pour reprogrammer d'autres programmes de convergence, d'encourager des stratégies d'acteurs à se converger vers des programmes de développement humain, etc. Donc, les stratégies d'acteurs, bien sûr, chaque acteur cherche ses intérêts particuliers. Et si on est impliqué dans un axe d'économie sociale et solidaire, on porte la même valeur. Donc, c'est la promotion de cette économie, c'est pour lutter contre la précarité, la pauvreté, etc. Donc, comment on peut se converger facilement, mais pratiquement dans le terrain, donc, il y a plusieurs difficultés au niveau de la convergence des acteurs. Donc, chaque acteur cherche des intérêts, donc il y a des intérêts soit politiques, il y a des intérêts qu'ils soient aussi bureaucratiques, des intérêts de positionnement. Donc, plusieurs choses à révéler dans cette thématique, de cette problématique de convergence des acteurs au Maroc. Donc, le plus important, c'est que on doit apprendre nos difficultés d'abord. On doit apprendre qu'il y a vraiment des difficultés en matière de bureaucratique, politique, parfois personnel. Donc, il y a par exemple un chef de la DAS va améliorer son service à partir d'un effort personnel plus que d'un effort de programme ou bien d'autres intervenants dans le même espace de développement, le même espace, c'est-à-dire le comité de développement social humain dans les régions, dans les villes ou bien les régions. Donc, ce que je recommande vraiment, c'est d'attaquer, de former les acteurs à se converger pour atteindre finalement les objectifs de développement humain. Donc, je fais appel aussi à l'association MES et des Targa de travailler sur les critères de convergence et de former des cadres au niveau de la convergence des programmes, au niveau de la convergence des acteurs, chercher des espaces où se trouvent tous les acteurs et pas un espace où les acteurs se seront en guerre. Donc, guerre de positionnement, guerre d'image parfois, parce que l'NDH c'est une initiative royale, donc vraiment, certains acteurs cherchent d'avoir plus d'images attrayantes, images dans le domaine du développement social. Donc, bien sûr, la concurrence est souhaitable dans ce secteur de développement humain, mais on cherche pas la concurrence, on cherche la convergence plus la concurrence. Donc, on est dans le sens de la convergence. La concurrence, c'est bien, mais la convergence sera très profitable pour tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les acteurs de développement humain au Maroc. Donc, vraiment, ce qu'il a dit Mohamed Joumani, donc, bien sûr, la structure, l'ingénierie de la troisième phase, il est très bon de l'NDH, donc il est très bon, il a une vision claire donc, par rapport aux autres phase, le deuxième et la troisième. Donc, la première, donc, l'NDH a essayé d'attraper certaines difficultés, certaines erreurs dans les précédentes phases, mais l'essentiel, c'est on va avancer un petit peu
sur cette troisième phase. Donc, la troisième phase, au niveau de l'ingénierie, donc, il est très bon. Donc, au niveau de pratique, au niveau de travail sur le terrain, donc, on n'arrive plus à comprendre nos engagements en tant qu'acteurs. On n'arrive plus à comprendre l'engagement de converger certains programmes, certains élus, certains acteurs, certaines administrations qui sont engagés dans les comités locaux, via les comités régionaux, etc. Donc, ils n'arrivent plus à comprendre comment et la manière dont on converge un programme dans une ville, dans une région ou bien au niveau local. Donc, parfois, on assiste à certaines activités qui sont réussites et sont réussites grâce à l'effort personnel. Grâce à l'effort personnel. Et ça, c'est l'effort personnel. Quand je parle de l'effort personnel, donc c'est l'effort soit du chef de la DAS, soit l'effort de certains acteurs au niveau local, etc. Donc, vraiment, donc, on va recommander à la fin, c'est une proposition à la fin de cette session, cette session est très bon, qui a traité un très bon thématique, un très bon thème au Maroc. Donc, c'est de faire évoluer un programme de développement des capacités des acteurs dans le sens de converger les actions de développement humain au Maroc. Donc, la convergence et d'essayer de dépasser des zones de divergence entre les acteurs. Donc, comprendre, et tout d'abord, la première action, ou bien la première des choses, c'est de comprendre pourquoi il y a une divergence. Donc, si on comprend la divergence, on arrive facilement à se converger et à atteindre des objectifs avec un pourcentage très bon. Donc, je remercie tous les intervenants. Je remercie Saleh, c'est Mohamed, Joumani, c'est les intervenants de Targa. Je remercie les participants et les organisateurs. Merci beaucoup. Shukran, merci beaucoup, c'est Youssef, pour l'intervention, pour la qualité de l'intervention, sur votre intervention qui est, bien sûr, qui s'est focalisée sur un important point qui est celui-là de la convergence, celui-là de la collaboration. Donc, comme vous le savez, donc, que ce soit l'association TAGA, les MES, aussi la coordination nationale de l'NDH, ils sont là aussi pour ce point-là. Donc, comme j'ai cité dans ma présentation, il y a plusieurs outils, il y a un référentiel de formation qui est en train de validation entre TAGA et la coordination nationale de l'NDH, là où on va traiter la thématique du coaching territorial, donc qui va sans doute nous faciliter la tâche pour cette question de convergence. Donc aussi, nous espérons bien que la même chose se fera au niveau des autres provinces, d'accélérer la mise en place de ce troisième axe, de cette troisième phase de l'NDH qui est l'inclusion socio-économique des jeunes, et pourquoi pas le plus tôt possible au niveau de la province de Oued-Noun. Et je donne la parole à Salhi pour intervenir. Voilà pour Salhi. Merci, Islam. Je remercie Sijoumani parce que son témoignage c'est très important. Donc, j'aurais aimé que d'autres chefs de l'ADA soient parmi nous. Donc, l'ADA, c'est la division de l'action sociale et dans chaque province, disons, c'est l'acteur principal de l'NDH, de l'exécution de ce qui est NDH, c'est l'animateur, c'est le secrétaire, c'est ce qu'on voulait. Donc, l'ADAS, il est omniprésent dans tous les programmes, toutes les activités de l'NDH dans chaque province. Seulement deux choses aussi, comme a dit notre ami Sijoumani, il y a une chose dans la phase 3 qui est différente des autres phases, mais on peut parler aussi des choses qui ont été peut-être enlevées ou omis, comme lorsqu'on a fait un peu le diagnostic, notre
diagnostic dès le début avec nos amis, nos collègues dans les provinces. On a fait on a fait des remarques et des observations. Parmi ces observations, on a remarqué que le CLDH, le Comité local de développement humain, il n'a plus de rôle. Et ça, on l'a signalé à la coordination nationale de l'INDH. On a aussi remarqué que la note de cadrage de la phase 3, il y a la compréhension et la perception de chaque province et les différentes des autres provinces. Donc, c'est pourquoi on a élaboré donc, une ébauche, un draft d'un manuel de procédure qui va être partagé et soumis, bien sûr, elle est déjà soumise à la coordination nationale de l'INDH, qui va être soumis aussi à toutes les provinces. Une dernière chose que j'aurais aimé que cette phase, bien sûr, on en parle des associations têtes de réseau qui vont s'occuper de l'exécution et aussi l'animation dans les provinces. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les projets ont été donnés en priorité à des bureaux d'études et aussi, moi, j'aurais aimé que le RIES soit aussi parmi à Ouadnoun et donc à la province de Figuig, soit parmi les acteurs de l'INDH dans chaque province et d'autres associations aussi dans chaque province. Merci à tout le monde. Merci, CFSLAB. Merci Sarhi pour l'ajout pour cette intervention. Donc, bien sûr, comme je viens de dire, donc que ça soit le Targa, les MES, son partenaire, le GSF, aussi la coordination nationale de l'NDH, sont là pour bien sûr traiter ces différents sujets, aussi voir les possibilités de réaliser ou de susciter, de mobiliser les acteurs à se convertir, à se converger, donc la question de la convergence, et que je vois très important et aussi très demandé dans cette troisième phase. Donc, s'il y a d'autres questions, donc vous pouvez intervenir. Donc, il nous reste 7 minutes pour la fin, pour clôturer cette session. Et j'aurais aimé que si vous avez d'ajouts, de compléments, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Siyassine. Oui, c'est moi, je vais juste revenir sur ce qu'a dit Si Youssef pour la convergence. Donc ça, c'est vraiment un point primordial puisque aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que il y a des programmes au niveau du territoire. Il y a des acteurs engagés, mais il y a des acteurs qui sont un peu laissés de compte. Je vais parler spécifiquement de la convergence, par exemple, entre les différentes, disons, administrations marocaines, par exemple. Aujourd'hui, il y a un grand point qui se pose, c'est que l'INDH, elle subventionne les projets, mais ils sont à 20% taxés par l'administration fiscale. Donc, c'est comme si un peu l'État se subventionne lui-même. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment à soulever à la coordination. C'est un point très important, c'est-à-dire que moi, en tant qu'entrepreneur social ou en tant que subventionné, je dois déjà apporter 40% d'apport ou 30% d'apport et 20% encore de TVA que je repaye à l'État qui m'a subventionné au début. Donc ça, c'est le point vraiment important de la convergence
comme l'a dit Si Youssef. Donc ça, il faudrait vraiment une consolidation des différents acteurs pour pouvoir éviter cela. Il y a aussi la problématique de l'intégration de l'économie sociale et solidaire et de l'approche économie sociale et solidaire. Donc, tout ce qui est agrément, c'est pour ça que j'ai parlé du cadre légal, puisque j'ai une petite activité, par exemple, une petite coopérative de production de distillerie, par exemple, de plantes aromatiques, et j'ai besoin d'une grande étude d'impact faite sur l'environnement, alors que mon impact, il est vraiment très, très minime. Et c'est un petit projet qui ne générera pas vraiment un grand impact. Je ne dis pas que l'impact environnemental n'est pas important, il est très important, mais il faut prendre ça au prorata, par exemple, de l'activité et pouvoir avoir, par exemple, un technicien du ministère de l'Agriculture, on revient à la convergence, qui fait une petite étude locale. Et s'il n'y a pas un dépassement de seuil d'impact environnemental, ben on n'a peut-être pas besoin d'une grande étude environnementale comme une grande unité de trituration ou une unité de rejet de boue métallique. Donc, ça aussi, c'est des points de convergence et des points réglementaires qu'il faudrait discuter pour pouvoir faciliter l'intégration de l'économie sociale et solidaire. J'ai parlé d'un autre point qui est très important, on a parlé de mindset. Donc, aujourd'hui, le Maroc, il a vraiment fait un grand chantier sur le mindset entrepreneurial. Donc, tous les acteurs se sont engagés pour ça. Dans l'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneuriat social, mais on n'a pas vraiment de promotion de mindset d'entrepreneur social. Donc, ça, il faut vraiment avoir aussi une promotion au niveau national de l'entrepreneuriat social. Le troisième volet, je vais parler un peu plus spécifiquement du volet économique. On n'a pas de marché tertiaire au Maroc, c'est-à-dire on n'a pas vraiment une bourse solide pour pouvoir intégrer les entrepreneurs en général, alors qu'ailleurs dans le monde, ils sont arrivés à avoir une économie tertiaire d'impact. C'est-à-dire aujourd'hui, les investisseurs au Maroc, ils investissent dans la pierre, dans les terres et dans l'agriculture, puisqu'il n'y a pas d'impôt. Mais ils investissent pas beaucoup dans les entreprises. Dernièrement, on a vu des initiatives d'investissement dans l'innovation, comme on dit, par des investisseurs marocains. Il y a un engouement. Mais pour avoir un investisseur impact, c'est-à-dire un investisseur qui ne voudra pas que du profit, mais il voudra du profit et de l'impact, il faut que l'État lui facilite la tâche. C'est-à-dire qu'au niveau du CRI, du Centre régional d'investissement, si je viens avec un projet qui a vraiment un impact social, ben, le territoire et l'État en général doit me faciliter l'administration, la réglementation, peut-être des incitations fiscales, peut-être des incitations au niveau territorial, bien sûr de terrain, ainsi de suite, pour pouvoir avoir vraiment une économie d'impact. Ça, c'est le volet macro. Au niveau micro, moi, je dirais que presque toute l'économie au Maroc, elle est solidaire. Sociale, on n'en est pas encore, mais l'économie au Maroc, elle est vraiment solidaire. Donc, et ça fait plaisir déjà, parce que le solidaire, il est là. On doit travailler sur le social. Voilà. Merci Siassine. Merci Siassine. Donc il nous reste 2 minutes. Donc vous avez traité plusieurs sujets de grande importance. Donc bien sûr qui va vers cette convergence souhaitée. Donc bien sûr plusieurs sujets importants, la question de la TVA, donc l'État donc la contribution des 20% dans les achats, etc. pour les porteurs de projets. Vous avez parlé aussi du mindset. Donc l'engagement aussi, la promotion, la sensibilisation de cette entrepreneur sociale, donc qui va être traité, j'espère, Inch'Allah, dans ce troisième programme. Donc, et aussi, vous avez cité la question du bourse, donc plusieurs sujets. Donc, en espérant bien les voir, bien sûr, dans d'autres ateliers en ligne, donc avec nos partenaires.
Et je vous invite tous à activer vos caméras afin de prendre une photo de groupe donc, qui mortalise cet événement, si vous voulez. Donc, merci beaucoup. Si vous pouvez activer vos caméras. Donc, il nous reste 1 minute avant de clôturer cette session. Merci, Yassine. Si Youssef, si Joumani, si vous êtes toujours là. Merci. Si Salhi. Donc, Benjamin, si vous êtes toujours là. Fabrice, donc on n'a pas vous entamé, je crois qu'il y avait des problèmes de connexion. Mais en tout cas, restons en contact et on pourra aussi, bien sûr, organiser d'autres sessions virtuelles pour qu'on puisse débattre d'autres sujets. Donc, d'importance et pourquoi pas les sujets qu'a traité notre collègue Yassine à la fin de cet atelier.